Je voudrais remercier les organisateurs de cette événement. Merci de m'avoir invité pour contribuer à votre réflexion sur ce thème éducation et vulnérabilité en contexte africain. La réflexion sur le lien social que nous préconisons consistera à s'interroger sur les capacités des sociétés africaines à se produire d'une part et sur les facteurs de déstructuration des liens sociaux qui peuvent affecter le fondement d'une société, l'éducation. Car sans éducation, toute société sombre dans le chaos. Ainsi donc, le rapport à établir entre lien social et éducation dans le contexte africain évoque l'hypothèse que la spécificité de l'Afrique noire réside dans l'incapacité de puissance, des structures et institutions, des relations anthropologiques, socio et économiques, afin de redéfinir une philosophie des liens sociaux qui se projetterait dans la réduction des vulnérabilités humaines. Dans la première partie de l'étude, nous définirons les concepts clés et fondements théoriques du lien social, de l'éducation, la vulnérabilité et la résilience. Ensuite, nous ferons l'analyse empirique du thème, c'est-à-dire les résultats de notre étude. Dans le cas conceptuel de théorie du thème, l'étude de certains concepts clés nous est utile pour aborder notre sujet. Premièrement, dans le domaine de définition, les implications succinctes des mots clés du thème seront les suivantes. Le lien social. Qu'est-ce que le lien social? L'expression lien social est d'un usage courant. Et le sociologue Serge Kodam répond que les sociologues savent que la vie en société place tout être humain dès sa naissance dans une relation d'interdépendance avec les autres et que la solidarité constitue à tous les stades de socialisation, le sort de ce que l'on pourrait appeler l'homo-sociologie. Le bien social peut être défini comme l'ensemble des rapports culturels, sociaux, économiques et politiques qui réunissent les individus dans leur vie quotidienne au sein de groupes divers et qui assurent l'intégration sociale, tant du point de vue individuel que celui de la société globale. Longtemps, la famille humaine a été considérée comme le socle premier sur lequel reposait l'ensemble de la société. Même si cette affirmation ne fait pas d'unanimité, il reste que c'est encore la plupart du temps au sein de la famille que l'enfant fait ses premières expériences de relation avec l'autre. Pour ce faire, la famille est le berceau de l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? Dans cette approche conceptuelle, l'éducation est une activité sociale de transmission de connaissances structurées. Ces finalités sont sociales et économiques. On distingue deux types d'éducation. Éducation informelle, éducation formelle. Dans l'économie de l'éducation, la contribution classique apporte des éclairages profonds sur ce concept. C'est pourquoi Adam Smith définit l'éducation comme une forme d'investissement accroissant la productivité future, mais impliquant un coût pour l'acquérir dans un délai temps. À partir des définitions relatives au lien social et à l'éducation, il convient de souligner maintenant que des crises et des chocs peuvent survenir. Il s'agit de la question de la vulnérabilité humaine. Qu'en est-il? Le concept de la vulnérabilité humaine est intrinsèquement lié au risque de fragilisation auquel est exposé l'individu ou le groupe, et donc la concrétisation potentielle serait l'exclusion sociale.
des manifestations agressives et des comportements marginaux peuvent alors être des moyens d'expression ou des modes de résistance. La vulnérabilité humaine se caractérise par l'association de différents facteurs: l'état de pauvreté, de santé, l'âge, le genre, l'éducation. Le degré de vulnérabilité type humaine définira la capacité à se protéger, soit à subir l'aléa, soit à rebondir des chocs, c'est ce qu'on appelle la résilience. Qu'est-ce que la résilience? Ce concept a importé la psychologie vers les sciences sociales. La résilience cherche à décrire, à comprendre comment les sociétés et les individus font face aux risques et aux catastrophes. Ainsi, on peut considérer la résilience en tant que capacité pour un système donné de surmonter les altérations provoquées par un ou des éléments perturbateurs pour retrouver son état initial ou un fonctionnement normal. Ce domaine de définition et d'implication des mots-clés du terme nous conduit à rechercher les approches théoriques qui ont été élaborées sur ces concepts ou à défaut sur certains de ces concepts. Il nous serait intéressant alors de parcourir un peu une de nos littératures. Premièrement, le cas théorique du lien social. Dans le cas théorique du lien social, nous évoquons le capital social. Bourdieu décrit le capital social comme l'ensemble des ressources actuelles et potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnelles, d'interconnaissance ou d'interreconnaissance. James Coleman définit le capital social comme l'ensemble des ressources dont disposent les individus, ressources à même de faciliter leur action au sein de structures dans lesquelles ceux-ci prennent place. Capital social et confiance améliore plus généralement encore la capacité des individus à travailler ensemble et à agir collectivement. Ensuite, l'économie solidaire. Ce modèle économique intervient pour montrer l'importance dans le lien social. C'est une économie non marchande, basée sur le lien social. Pour Elena Massida, le terme économie solidaire s'oppose à l'économie classique basée sur l'utilitarisme, le profit, l'individualisme. L'économie solidaire nous aide à retrouver ce principe relié de l'économie conçu comme lieu de médiation sociale plutôt que de simples moyens d'accéder aux biens nécessaires pour vivre. Ceci étant, l'économie solidaire est un outil de relation, d'échange, en vue d'apporter le changement, l'innovation pour le bien de la communauté ou d'un groupe de société. Une autre théorie qui serait intéressante, c'est la théorie des relations humaines d'Elton Maillot. Cette théorie décrit la mise en évidence d'un groupe informel ou de facteurs humains correspondant à une seconde strate de motivation. À côté de cette théorie, nous avons ici la théorie de Maslow. Abraham Maslow propose une conception systématique des besoins de l'homme, à différents niveaux tels que le besoin de se réaliser, de devenir tout ce qu'on est capable d'être ou de faire. Aussi, l'économie des possibilités, cette théorie décrit la possibilité des agents dont les concentrations géographiques s'expliquent moins par des besoins fonctionnels de coordination et par l'encastrement des relations économiques dans les réseaux sociaux ou institutionnels territoriaux. Il est aussi question, dans cette théorie, d'aborder l'économie de l'union. Cette théorie a le sens de fraternité. Elle n'a rien à voir non plus avec les idées de théologie de libération, qui est une pensée théologique devenue politiquement pratique. Une autre théorie que nous pouvons mobiliser, c'est la théorie du don contre don.
Marcel Mauss met en évidence le phénomène de concurrence et d'intérêt collectif ou individuel. Dans la théorie du don contre don, il présente que le don est facteur structurant des échanges. La prestation implique l'obligation de recevoir des cadeaux. De recevoir, refuser de prendre équivaut à déclarer la guerre, c'est refuser l'alliance et la communauté. Et maintenant, le concept éducation, quel cadre théorique. Plusieurs théories abondent pour aborder le concept de l'éducation. Premièrement, nous avons le capital humain. Le capital humain évoque deux idées fondamentales. Le rôle de l'éducation, premièrement, le rôle de l'éducation comme déterminant la productivité individuelle et donc des revenus. Et ensuite, le rôle de l'éducation comme déterminant la richesse des nations. Pour John Stuart Mill, l'éducation contribue à la réduction des inégalités et chez Thomas Malthus, l'éducation sert au contrôle des naissances. Nous avons Theodore Schultz, qui a eu le prix Nobel d'économie, qui tient que la formation et l'éducation constituent des moyens essentiels pour améliorer la productivité et de ce fait le revenu à l'école. Gary Stanley Becker, pour lui, il présente le capital humain comme étant un moyen pouvant être considéré comme l'ensemble des capacités positives que l'individu acquiert par l'accumulation de connaissances générales et spécifiques, des savoirs, etc. Nous avons des théories que nous pouvons comme ça évoquer, telles que la théorie de Fichte ou des diagrams de Aaron, la théorie du signal, la théorie des tuyaux. Et au demeurant, nous pouvons établir que sans le lien social, l'éducation n'est pas possible. Le lien social devient un facteur important pour favoriser le développement de l'éducation. Le cas théorique de la vulnérabilité. Un séminaire de formation organisé par les acteurs de la société civile ont présenté la vulnérabilité comme dans l'approche théorique, montre que la vulnérabilité présente des dimensions structurelles et aussi, selon le travail de ce groupe, il établit la résilience des pays au choc dépend en grande partie des choix des gouvernements. La résilience, quant à elle, pour Bernard Michalet, c'est un état de résistance et de relation contre les faits réels vécus par un individu ou un groupe d'individus. Quelques théories aussi sont importantes, telles que les théories hétérodoxes qui évoquent la théorie des capacités de Amartya Sen, la théorie de la justice avec Rawls. Et pour Rawls, il instaure trois critères de justice selon un ordre de priorité. D'abord, l'égalité des chances, l'égalité des libertés. Ensuite, la priorité au plus défavorisé. Après ce parcours sur le cadre théorique de notre thème, nous pouvons aborder à présent quelques résultats de la recherche. Nous nous proposons que les résultats de la recherche, premièrement, le lien social comme moyen de l'éthique à l'éducation en contexte africain. Le lien social est proposé comme un moyen de résilience face à la question de l'éducation en contexte africain. En effet, pendant et surtout après une crise, différentes mesures sociales peuvent être mises en place pour créer ou renforcer la résilience des populations, les rassurer et les diriger dans le bon sens. Dans ce sens, la crise de l'éducation en Afrique interpelle les acteurs de la société à se mobiliser dans des actions collectives, à se mettre ensemble, à unifier les efforts dans le secteur de l'éducation. Deuxième résultat, le lien de la participation élective comme moyen de l'accès à l'éducation.
Pour résoudre ce problème dans le domaine éducatif, il convient de revoir le système éducatif en Afrique mis en place par les politiques. Il faut rendre accessible l'éducation aux jeunes filles, aux femmes, aux jeunes qui, après des crises et des chocs, resteraient en analphabètes ou pourraient définitivement abandonner leurs études. Pour Martha Nussbaum, si nous désirons faire acquérir à tous les citoyens d'une nation un niveau d'instruction élémentaire donné, il nous faudra consacrer davantage de ressources à ceux qui rencontrent des obstacles dus au système hiérarchique traditionnel ou à un préjudice. Ainsi, la mobilisation des femmes dans le sens de l'empowerment se révélerait plus onéreuse que celle des hommes dans de nombreux pays à travers le monde. C'est dans les actions constructives au niveau social que les capacités des femmes, des personnes oubliées, pourront se convertir en des rapports d'interdépendance et à l'apprentissage et doivent être conçus de manière à conquérir la paix et à proposer vers l'éducation. Troisième résultat, l'entraînement de la population à l'auto-éducation. L'auto-éducation est une aptitude et une pratique réfléchie, acquise au sujet humain, individu ou groupe, lui permet d'exercer sur lui-même une action ayant pour effet d'élargir et d'approfondir sa propre éducation. L'auto-éducation est la culture vivante des individus impliqués dans les actions concrètes, plus aptes à satisfaire leurs besoins, plus justes et plus humains. Bien exercée, elle déclenche la dynamique culturelle. Et comme l'atteste le professeur Joseph Kizerbo, par dynamique culturelle, nous entendons l'action à laquelle un groupe humain prend conscience de lui-même, suivi des techniques et le savoir qu'il possède ou qu'il reçoit d'autres groupes, crée de nouvelles œuvres, de nouvelles pratiques, de nouvelles discussions et contribue ainsi à sortir d'un processus de reproduction de la société ou de transformation dominée uniquement par les conditions matérielles, le jeu des forces productives. L'auto-éducation, ainsi donc, permet aux individus et aux groupes d'avoir une action novatrice, de faire éclairer les structures périmées et de construire la société sur des bases nouvelles, en tenant compte de la transformation des processus de la reproduction, des contradictions qui sont inhérentes et des possibilités de les surmonter par la recherche des choses nouvelles. Quatrième résultat, lien de citoyenneté et valeurs éducatives. Face à la vulnérabilité comme non-capacité à s'adapter, les individus évoluent dans un environnement incertain qui peut remettre en question à tout moment leur situation. Le concept de l'habilité en ajournant le risque à l'analyse de capacité de Amartya Sen offre une dynamique du bien-être. La réconciliation, la paix, le pardon, la confiance mutuelle dans un pays ne sont possibles que lorsque les citoyens sont éduqués, ont une éducation de qualité et parviennent à s'accepter mutuellement car ils perçoivent l'importance de l'appartenance à une nation et acceptent de construire, de vivre ensemble. Le lien de citoyenneté repose sur l'appartenance à une nation. Dans son principe, la nation reconnaît à ses membres des droits et des devoirs et en fait des citoyens à part entière. Les citoyens formés, ils connaissent leurs droits et devoirs et savent, par le lien de citoyenneté, qu'ils sont égaux en droit, ce qui indique non pas que les inégalités économiques et sociales disparaissent, mais que les efforts soient accomplis dans la nation pour que tous les citoyens soient traités de façon équitable et équivalente et forment ensemble un corps ayant une identité et des valeurs communes au sein d'une société. Cinquième résultat, le lien social au prisme de l'éducation pour le développement local en Afrique. L'éducation est, selon Joseph Kizerbo, un accouchement collectif qui prolonge l'enfantement individuel. Elle est une œuvre collective aussi
et l'entendement biologique, elle doit faire fructifier socialement et sans le complément de l'éducation, l'homme biologique donne à chacun un minimum d'outils, d'aptitude et d'attitude indispensables à sa réalisation humaine. Dans la perspective de l'intérêt général, l'éducation est facteur de valorisation du capital social et d'intégration communautaire. Elle permet à des groupes d'acteurs de prendre des initiatives locales pour le co-développement qui se résument dans les pactes de développement local. Ainsi donc, pour réduire les vulnérabilités humaines, le développement de l'Afrique exige un développement endogène à partir duquel tous les Africains sont éduqués, formés et conscientisés au devenir de l'Afrique. Cette problématique a été traitée par Joseph Kizerbo dans 3 de ses œuvres. Et je cite, Éduquer pour périr, et notre ouvrage, Éducation et développement, et enfin, quand l'Afrique relève la tête. Lien social et éducation, enfin, notre dernier résultat, lien social et éducation à l'environnement en contexte africain. Le pape François, dans son encyclique, l'ordonne aussi, fait l'état de lieu sur les dégradations de la maison commune. Sa pensée rejoint la théorie des relations humaines qui interpelle à la solidarité par du lien social. Une prise de conscience de tous les Africains peuvent réduire les vulnérabilités et les fragilités écologiques et environnementales qui menacent le continent africain, telles que prolifération des déchets, des matériaux encombrants, les résidus des travaux de bricolage, les déchets liés à l'automobile, les débris provenant de l'entretien des espaces verts, les autres déchets tels que le caoutchouc, textile, cuir, etc., les huiles usées, feux de bouffe, braconnage, etc. L'éducation à l'environnement exige le changement de mentalité. Et dans le contexte de nos communautés urbaines et rurales en Afrique, le véritable problème d'éducation à l'environnement repose sur les mauvaises habitudes et surtout sur les mentalités. Max Weber propose alors l'éthique de responsabilité par le bien social comme morale rationnelle en société et dans la dimension communautaire et collective. Avec Emmanuel Levinas, la notion d'éthique implique dans la responsabilité vis-à-vis de l'autre au sein de la communauté, notamment concernant son épanouissement et son bonheur, et par le projet, la responsabilité vis-à-vis de la nature, et ce, quelle que soit la génération considérée. Enfin, avec Emmanuel Kant, la protection de l'environnement peut rejoindre l'initiative catholique ancienne qui nous conseille agir de façon telle que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de l'autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. En conclusion, nous pouvons dire que l'analyse de notre thème s'inscrit dans la préoccupation de l'éthique et de l'éducation. Au-delà de la responsabilité professionnelle, les acteurs et les moyens politiques et pédagogiques à mobiliser pour bâtir une éducation équitable et formatrice dans le développement moral, culturel et économique de l'Afrique et surtout de l'aliénation et du déracinement culturel africain qu'elle construit. Considérant que le corps a une lourde responsabilité sociale dans la formation de politiciens et de producteurs en phase avec les besoins de développement de l'Afrique, le lien social est présenté comme moyen pour inventer un projet de société qui aspire à une éducation socialement responsable. Cette alternative permettra de restaurer le lien éducatif jouant pleinement le rôle de responsabilité sociale, politique, sociologique, économique, éthique et environnementale dans les perspectives du développement durable en contexte africain. Toutefois, une question est fondamentale. Peut-on édifier une éducation en Afrique dans la dépendance politique? Je vous remercie.